Jean-Claude Berthélémy, donc professeur en sciences économiques à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, correspondant à l'Académie des sciences morales et politiques, qui a lui aussi participé à ce rapport. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas un expert de questions agricoles, je ne suis qu'un économiste. Je n'ai pas d'ailleurs de transparent, j'ai un temps de parole qui est relativement limité, donc ça tombe bien, je crois que je n'ai pas de transparent. Du point de vue de l'économiste que je suis, le problème des crises alimentaires n'est pas un problème de disponibilité de nourriture, c'est un problème de répartition. Guylaine Marcilly y a un peu fait allusion, tout en disant malgré tout qu'il fallait chercher effectivement des solutions pour augmenter la production, réduire les pertes, etc. Si on regarde l'analyse qui a été faite par des économistes comme Amartya Sen ou Martine Ravelion des famines au cours du 19e, 20e siècle, la plupart des grandes famines étaient des situations dans lesquelles il n'y avait pas de pénurie physique de produits alimentaires. L'Inde a connu un certain nombre de grandes famines tout en continuant à exporter des denrées alimentaires. Ce problème de répartition, les économistes sont bien outillés pour l'examiner, tout simplement parce que crise alimentaire pour un économiste, ça veut dire avant tout, ou ça se mesure avant tout, par une hausse des prix. 2007, 2008, 2011 sont deux périodes de crise alimentaire grave, avec, grosso modo, sur les céréales, des doublements de prix sur le marché international, qui ont eu évidemment des répercussions très fortes. Ces hausses de prix frappent de plein fouet les pauvres. La population pauvre de la planète consacre nettement plus de la moitié de son budget à sa nourriture. Donc quand vous avez une forte augmentation des prix des produits alimentaires, les pauvres sont frappés de plein fouet. Et c'est ça, véritablement, une crise alimentaire. Une crise alimentaire, c'est une crise de pauvreté. Si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé dans les crises récentes, la crise de 2008, d'après des estimations récentes qui ont été faites par la Banque mondiale, la crise de 2008 a augmenté le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté de 1 $ par jour d'un peu plus de 100 millions de personnes. Ce qui a comparé en 2008 un nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté de 1,3 milliard d'habitants. C'est quand même une augmentation considérable. En 2010-2011, l'augmentation du nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté, toujours d'après les calculs de la Banque mondiale, aurait été de l'ordre de 50 millions de personnes. Alors évidemment, si on fait des calculs sur le long terme, il y a une résorption progressive de cet effet, mais cette résorption n'arrive véritablement que sur le long terme. Sur plusieurs années, vous avez un effet d'augmentation de la pauvreté qui est très important. Quelle peut être l'évolution à l'horizon de 2050 sur ces questions ? Ce que nous avons dit dans ce rapport de l'Académie des sciences, c'est que si un certain nombre de mesures sont prises, la Terre pourra nourrir les 9 et quelques milliards d'habitants à l'horizon 2050. Mais ce calcul global masque deux déséquilibres fondamentaux. Le premier, Guylaine Marcilly en a parlé, c'est un déséquilibre géographique. À l'heure actuelle, l'Afrique, déjà aujourd'hui, a besoin d'importer à peu près l'équivalent de 10% de sa consommation alimentaire. Si on regarde les scénarios tendanciels qui ont été faits par Agrimonde, selon les scénarios, cette dépendance alimentaire de l'Afrique pourrait augmenter jusqu'à 50%.
c'est-à-dire un besoin d'importer 50% de la nourriture. Alors, évidemment, on dira l'Amérique du Sud, éventuellement l'Europe, peuvent produire des excédents alimentaires qui nourriraient l'Afrique. Je crois que on ne peut pas en rester à ce raisonnement. Les pays africains ne pourront pas payer l'importation de l'équivalent de 50% de leurs besoins alimentaires. Ils n'en auront pas les moyens, tout simplement parce qu'ils sont trop pauvres et on ne voit pas véritablement de scénario à l'horizon 2050 dans lesquels les économies de ces pays seraient suffisamment renforcées pour pouvoir financer des importations de produits alimentaires à ce niveau-là. Donc il n'y a pas véritablement de solution à ce problème-là. Je pense que d'ici 2050, on s'oriente vers une situation de crise alimentaire récurrente dans un certain nombre de pays, et en particulier en Afrique. Deuxième type de déséquilibre auquel on doit s'attendre, ce sont des équilibres dans le temps, c'est-à-dire des fluctuations de plus en plus marquées. Alors, on a de bonnes raisons de penser que les fluctuations vont être de plus en plus marquées. D'abord, l'expérience de 2008 et de 2011. Ensuite, tout simplement un calcul économique élémentaire. Excusez-moi d'utiliser un jargon d'économiste, le problème central qui se pose ici, c'est un problème de très faible élasticité à la fois de la demande et de l'offre au prix. C'est-à-dire que pour résorber des chocs, comme la demande et l'offre réagissent peu au prix, il faut des augmentations de prix très fortes si vous avez une augmentation de la demande nette sur le marché. La faiblesse de l'élasticité de la demande va augmenter fortement. Pourquoi va-t-elle augmenter? D'abord, on sait qu'elle est faible, mais en plus, on sait que cette élasticité diminue avec l'enrichissement. Or, aujourd'hui, quel est le moteur de l'économie mondiale? Le moteur de l'économie mondiale, ce sont les pays émergents qui s'enrichissent. L'élasticité prix de la demande de produits alimentaires dans ces pays va baisser dans les décennies à venir. On le voit déjà en Chine, par exemple. Et ceci va réduire encore la capacité du marché à absorber des chocs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on aura évidemment des chocs de nature climatique. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais je pense qu'il y a un relatif consensus là-dessus. Et le troisième point, et on l'a observé en 2008 et en 2011, il y a une corrélation de plus en plus forte entre les chocs sur les marchés des produits énergétiques et les chocs sur un marché des produits agricoles, ne serait-ce qu'à cause des biocarburants, mais aussi parce que les prix des intrants alimentaires dépendent fortement de l'énergie, des prix de l'énergie. Donc il faut s'attendre dans les décennies à venir à observer ce qu'on a observé depuis une petite dizaine d'années, c'est-à-dire des fluctuations très marquées des prix sur les marchés. Ce phénomène risque d'ailleurs de renforcer le premier. Pourquoi? Parce qu'on sait relativement bien, les économistes du développement savent relativement bien, que quand une personne est plongée dans l'extrême pauvreté, il est extrêmement difficile pour elle d'en sortir. C'est ce qu'on appelle des pièges de pauvreté. Il y a des cercles vicieux qui s'enclenchent. L'un d'entre eux est simplement que quand on subit un choc de pauvreté, on est obligé de se surendetter, on est obligé de céder son lopin de terre, ses moyens de production. L'état de santé se détériore, les capacités de production se détériorent. Et donc, quand vous avez, mettons, 50 ou 100 millions de personnes qui sont plongées dans l'extrême pauvreté à la suite d'un choc sur les marchés alimentaires, ces 50 ou 100 millions de personnes auront beaucoup plus de mal par la suite de ressortir de la pauvreté. Et donc la capacité des pays pauvres à sortir de la pauvreté sera réduite
par cette sorte d'effet de cliquet, et donc aussi leur capacité à se nourrir, parce qu'encore une fois, leur capacité à se nourrir va dépendre pas uniquement de leur capacité de production alimentaire, mais de leur capacité à acheter sur le marché international des denrées alimentaires. Alors, évidemment, nous sommes là pour réfléchir, ou les jeunes sont là pour réfléchir à des solutions pour l'avenir. Je voudrais en citer quelques-unes. La première qui va me rendre impopulaire, mais je pense qu'il est important que les premiers orateurs se rendent impopulaires, c'est que je suis convaincu qu'il faut rendre le marché international beaucoup plus fluide qu'il ne l'est aujourd'hui. Au cours des 2 crises récentes, pas moins de 25 pays exportateurs ont pratiqué des politiques de rétention d'exportation d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'a évidemment fait qu'accroître massivement l'amplitude du choc sur les prix internationaux. Ensuite, quand des grands pays producteurs ou des grandes régions productrices comme l'Union européenne stabilisent leurs prix intérieurs, cela réduit d'autant l'élasticité de l'offre et de la demande, et cela augmente d'autant les chocs sur les prix internationaux. Donc on est dans une situation où toute tentative ou toute politique de stabilisation nationale se traduit par une aggravation des fluctuations sur le marché international. Donc il faut rendre les marchés internationaux plus fluides, ce qui veut dire en termes clairs, il faut un assez fort degré de libéralisation du marché international. Le marché international aujourd'hui sur les denrées alimentaires est de relativement petite taille par rapport à la production. Et évidemment, c'est la situation la pire que l'on puisse imaginer, parce que c'est une situation dans laquelle n'importe quel choc, que ce soit perte de récolte ou autre, dans tel ou tel pays, va se traduire par une flambée des prix sur le marché international, qui frappera qui ? Eh bien, les pays pauvres qui sont dans la nécessité d'importer leurs denrées alimentaires. Bon, sur les fluctuations des prix, il y aurait beaucoup à dire sur le rôle de la spéculation financière. Je voudrais simplement sur ce point dire, ce qui peut-être contribuera aussi à me rendre impopulaire, que ce serait une bêtise de dire qu'il faut supprimer les marchés à terme. Nous avons besoin des marchés à terme. Les pays producteurs comme les pays consommateurs ont besoin des marchés à terme pour justement se prémunir à court terme contre des fluctuations des marchés au comptant. C'est tout instrument d'assurance contre les fluctuations de prix doit utiliser d'une manière ou d'une autre les marchés à terme. Bien entendu, il faut, je dirais que c'est une évidence, il faut promouvoir par tous les moyens possibles la production alimentaire dans les pays en déficit alimentaire, et notamment en Afrique. Je crois que si on s'arrête à cela, on commet une grave erreur. Si on s'arrête à dire cela, en gros, le message que l'on véhicule, c'est il faut que les producteurs agricoles en Afrique et dans les autres pays en déficit fassent des progrès de productivité, produisent plus, etc. Qu'est-ce qui se passe si on se contente de faire ça ? Eh bien, les marchés locaux s'effondreront. Pourquoi ils s'effondreront ? Parce que ces pays n'ont pas d'infrastructure de marché. Ils n'ont pas d'infrastructure de marché, c'est-à-dire ils n'ont pas tout simplement de marché, ou très peu. Ils n'ont pas de marché. Ils utilisent très peu d'ailleurs les marchés à terme. Ils n'ont pas ou très peu d'instruments de stockage qui éviteraient sans perte massive. Ils n'ont pas d'infrastructure de communication entre les zones rurales reculées et les centres de consommation. Vous avez en Afrique de vastes régions qui sont potentiellement excédentaires sur le plan alimentaire, mais qui ne produisent pas ces excédents, tout simplement parce qu'il n'y a aucun moyen d'acheminer par des marchés ces excédents de la région excédentaire vers la région immédiatement voisine qui serait déficitaire.
Donc si vous augmentez la production dans les régions excédentaires et que vous ne pouvez pas écouler cette production au moins régionalement, vous allez déprimer les marchés dans les régions excédentaires, vous allez décourager les producteurs et vous n'allez évidemment pas résoudre le problème. Donc je plaiderais beaucoup pour que toute politique qui est nécessaire de soutien à l'agriculture dans les pays en déficit, en particulier en Afrique, s'accompagne ou soit même précédée par une politique de construction d'infrastructures, de marché, dans tous les sens du terme. Bien entendu, on ne peut pas s'arrêter là. Je crois qu'il y a au moins deux axes de politique qu'il faut mettre en œuvre simultanément. Le premier, c'est la nécessité de mettre en place des filets de sécurité sociaux. Et là, il y a une responsabilité à prendre de la part des pays développés. La responsabilité que nous avons vis-à-vis des pays en développement, ce n'est pas tant de produire des excédents alimentaires pour eux, de mon point de vue. On sait d'ailleurs que l'aide alimentaire a toujours déprimé la production dans les pays destinataires de l'aide alimentaire. Mais c'est d'être capable, et nous n'en sommes pas là aujourd'hui, d'être capable d'apporter à ces pays une aide qui soit contracyclique. C'est-à-dire qu'on leur apporte nettement plus d'aide quand ils ont une situation de crise économique et moins quand ils ont la situation économique est bonne. Nous faisons à l'heure actuelle à peu près exactement le contraire. Donc construire des filets de sécurité sociale dans ces pays, évidemment, ne pourra probablement se faire que si c'est avec le concours massif de l'aide au développement qui changerait de nature et qui serait contracyclique. Dernier point, et j'ai dépassé mon temps de parole, mais je termine sur une généralité. Il est impératif de lutter par tous les moyens possibles contre la pauvreté dans ces pays et améliorer la production agricole n'est que, évidemment, l'un des aspects de la lutte contre la pauvreté. Mais je n'élaborerai pas sur ce point, ça supposerait un colloque différent. Merci. Merci à vous.